Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Ce soir, je reçois un journaliste, un confrère, John Lungila. Il est journaliste, analyste et puis directeur de programme à l'Éduc Télévision. Il est venu répondre à quelques questions d'actualité. John Lungila, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac. Comment allez-vous? Bonsoir madame. C'est la troisième fois pour vous de passer dans cette émission. Effectivement, la deuxième fois a été catastrophique parce que j'ai été très mal compris. Alors que j'avais abordé plusieurs questions, mais l'opinion a préféré garder qu'une seule. À gauche, à droite. Oui, beaucoup d'agitation qui ne s'expliquaient pas. Aujourd'hui, je pense que tout le monde a compris. Je voulais commencer par rendre hommage à mon président, à mon papa, Kasonga Tshilonde, qui nous a quittés. Je suis content que toute la corporation a fini par me rejoindre parce que à Mwanda, le président Tshilonde avait promis pour ce mandat de lutter pour faire de l'Union un ordre. Je le dis sur ce plateau et j'ai même présenté le préalable pour réaliser, concrétiser ce qui reste pour nous un héritage de Tshilonde. Je suis l'homme le plus heureux, même si je suis dans la tristesse de voir que tout le monde a finalement compris le combat pour lequel on doit mener pour l'UNPC. Et c'est cet héritage que Tshilonde nous reste pour que nous puissions, durant ces mandats, faire de l'Union un ordre. Il a même dit ça au chef de l'État lors des consultations. Il est parti, paix à son âme. Et comment avez-vous accueilli cette information quand vous avez appris qu'il était décédé? Au départ, je n'avais pas cru. Mais après vérification, j'étais l'homme le plus malheureux parce que j'ai ressenti le même sentiment. À l'époque, quand je perdis mon feu papa, je me disais que la corporation est exposée à des vents, à des ouragans. Il était le seul bouclier, néanmoins, pour le moment, pour permettre à la corporation de résister. Maintenant, il faut craindre l'avenir de l'union de la corporation après la mort de Tshilonde. Et c'est même une occasion aussi pour mettre tout le monde d'accord, mettre tout le monde ensemble. Elle, Tabasengue et puis Benoît, voilà. Non, au contraire, je me rends compte que la division s'intensifie parce que les camps que vous venez de citer avaient fait de promesses. Aujourd'hui, le président est parti. Je ne sais pas comment ils sont vus d'un mauvais œil. Mais les vice-présidents, c'est Gabi Kouba, les vice-présidents, il peut quand même faire entreprendre une démarche. Oui, selon le statut. Selon les statuts, c'est lui qui va assumer les fonctions du président jusqu'au prochain congrès. Je lui souhaite bon vent. Je sais que c'est un monsieur de tempérament calme. J'espère qu'il sera à la hauteur des tâches, des enjeux qui lui attendent. Nous ne voulons pas de l'union achetée par des politiques. Nous ne voulons pas à l'union qu'il y ait des décisions sur commande parce qu'un ministre, parce qu'un politique veut à la tête d'un journaliste que l'union doit se plier. Non. Nous pensons qu'à l'union, c'est d'abord l'intérêt des journalistes et la protection de la corporation. Bien, nous avons aussi perdu un autre journaliste de la RTNC, Joël Lungeza. Quand même, l'année 2020, une année très difficile. Oui, très difficile. Il y a Ange Trésor de la RTNC2 aussi qui est parti. On a connu quand même beaucoup de morts, syndicat. Il y a le prof Luboya Lumona qui est Kabouya Lumona, oui, qui est décédé. Il y a aussi Konde Villa Kikanda qui est parti. Donc vraiment 2020. Gloire soit rendue au Seigneur. C'est trop dur. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien. Alors, John Lungila, nous allons parler de Covid-19. La RDC enregistre depuis quelques jours une nouvelle vague de la pandémie. La sensibilisation aussi a baissé. Nous avons un peu baissé la garde. Bon. 121 nouveaux cas. Le grand problème, c'est qu'on est toujours en train de marcher sur une politique basée sur l'imitation. Est-ce qu'il fallait attendre que la France déclare le reconfinement pour qu'enfin nous puissions aussi nous réveiller? Je reviens de l'étranger où je constatais que les principes sont restés les mêmes, le respect des gestes barrières sont démises, parce qu'on a décidé de vivre avec la Covid, mais il faut respecter les gestes barrières. Il faut continuer à porter le masque. À Dubaï, si on vous attrape sans votre masque, vous payez une amende de $800. Et ici, chez nous, vous n'avez qu'à sillonner la ville de Kinshasa pour voir que ces principes n'est plus respecté. plus respecté. Je pense qu'il faut revenir sur
Mais cela est dû à quoi? Pourquoi ce comportement? Il y a un relâchement, il faut le reconnaître, mais je pense qu'il faut encore endurcir les mesures. Le plus important ici, ce n'est pas les confinements de la ville, mais c'est la rigueur dans le respect des gestes barrières. Il faut imposer au Quinois le port de masque et qui doit être assorti de quelques amendes en cas de violation. C'est tout ce qu'il faut faire. Eh bien, on a aussi enregistré quelques cas de Covid-19 dans des écoles. Et d'ailleurs, Mouyembe a demandé à ce que le ministre de l'EPST puisse s'impliquer pour protéger les élèves et puis les enseignants. Comme vous êtes de l'EDUC, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire là-dessus. Oui, il faut que nous puissions protéger nos enfants parce qu'aucun parent envoie son enfant à l'école pour aller attraper une maladie. Et surtout dans un contexte de Covid, c'est parmi les défis que nous devons tous relever cette année. Nous aimerions bien clôturer cette année sans enregistrer un seul cas d'un élève qui puisse mourir, qui puisse souffrir de Covid. Et je pense que là, on est distrait. On est loin de l'essentiel maintenant parce que la politique nous emballe avec autant de polémiques, avec autant de sujets qui amènent notre esprit ailleurs. Je pense qu'ici, le sommet doit donner un signal fort pour que nous puissions voir l'essentiel et ne travailler que sur l'essentiel. L'essentiel aujourd'hui, c'est que le pays est exposé à la Covid. Il faut que nous puissions travailler sérieusement parce qu'on a décidé de vivre avec la Covid. Bon, moi, je pense que les choses ne se font pas normalement. D'abord, l'État doit assumer ses responsabilités. La responsabilité de l'État ne veut pas dire tout simplement faire payer aux citoyens, je ne sais pas moi, quoi pour passer les tests ou pour acheter le masque. L'État a de partenaires. Aujourd'hui, nous bénéficions des dons, des appuis de partenaires. Il faut que ces dons et ces appuis puissent être profitables aux Congolais. Vous allez voir ailleurs, si vous entrez dans un pays étranger, on utilise le test Covid voyage de pays de provenance. Et à l'arrivée, on vous oblige un test de contrôle. Et c'est pris en charge par l'État l'État d'accueil. Mais si vous voulez quitter l'État d'accueil pour une autre destination, vous êtes obligé de passer un test. Et ce test est facturé. Il faut payer. Mais ici, chez nous, vous payez le test à la sortie, vous payez le test à l'entrée. 45 dollars. Moi, je fais par exemple 10 jours. En 10 jours, je passais 4 tests Covid. C'est énorme. Et c'est excessif. 45 dollars. C'est excessif. Et donc, voilà pourquoi à l'aéroport, il y a toujours des désordres. Aucun passager n'accepte de payer 45 dollars à l'arrivée à l'aéroport. Et l'État doit repenser comment régler cette affaire. Et je pense que le plus important ici, soit il faut faire payer aux voyageurs les tests de Covid à la sortie. Ça veut dire, au lieu de taxer le test voyage à 35 dollars, mettez pratiquement à 70 dollars. Comme ça, on suppose que la personne qui quitte le pays paye à la fois pour la sortie et pour l'entrée. S'il veut regagner le Kinshasa, à l'entrée à l'aéroport, il passe son test gratuitement sans payer. On est en train d'arnaquer. Mais ce qui se passe à l'aéroport, permettez-moi de le dire, c'est vraiment inacceptable. C'est inacceptable. Eh bien, on va parler enseignement un tout petit peu, puisque vous êtes directeur de programme de l'EDUC. Vous travaillez avec le ministre Willy Bakonga. 58 000 unités ne sont toujours pas payées. Bon, je voulais rappeler d'abord ici, madame, que je suis ici pas en tant que... Oui, je suis pas ici comme directeur. Je suis là comme un analyste. Un analyste, voilà, indépendant. C'est pourquoi je dis, j'en profite, puisque vous êtes directeur de programme de l'EDUC, pour vous poser cette question. Laquelle? Parce que vous êtes passé ici pour dire que non, les 58 000 nouvelles unités seront payées en fin octobre. Mais jusque-là, ils ne sont toujours pas payés. D'ailleurs, j'avais reçu un enseignant ici qui n'était vraiment pas d'accord avec le ministre. Il avait dit qui ne sont pas payés. Mais vous savez, madame, moi je pense qu'il faut qu'on se mette d'accord. C'est pourquoi même il y a grève, tout ça. Vous savez que ce n'est pas le ministre de l'EPST qui paye les enseignants. C'est l'État congolais à travers le ministère des Finances. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien évidemment, vous avez confirmé au mois avec d'octobre. le ministre on avait même suivi du budget. Notre pays est ce qu'il est. Vous savez qu'il y a les assises des Bibois dans une commission paritaire
où les délégués du gouvernement étaient en pourparlers avec les délégués des banques syndicales. Tout dépend de ces assises. Jusqu'aujourd'hui, ces assises n'ont pas encore été clôturées. En réalité, ça devait se tenir dans un délai. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, on a dépassé pratiquement ces délais. Et les problèmes se posent autour de l'argent. Au Congo, on a toujours le problème d'argent. La bonne volonté, elle est là. Les promesses sont faites, mais l'argent n'y est pas. Mais qui bloque alors? Et donc, il n'y a pas de blocage, il n'y a pas de moyens. Si l'État n'a pas respecté ses promesses, il faut poser la question au ministre, au gouvernement. Il faut poser la question au ministre des Finances. Il faut poser la question au ministre du Budget. Pourquoi tel n'a pas été le cas? Et donc, je pense que il y avait voilà, une lueur d'espoir. Et le ministre de l'EPST avait des promesses fermes du gouvernement. Les listes étaient déjà tracées. Il était clair que 58 nouvelles unités devaient être payées de la fin du mois passé. Vous savez d'ailleurs les difficultés qu'a connues le gouvernement pour payer l'enveloppe salariale, la rémunération des fonctionnaires et agents de l'État. Et donc, vous savez même les polémiques qui a entouré, qui a caractérisé le paiement de cette enveloppe salariale. Et donc aujourd'hui, les nouvelles unités qui devaient être payées n'ont pas été épargnées. L'État congolais est ce qu'il est aujourd'hui. Vous savez que la tension maintenant est ailleurs. On attend. On attend. La gratuité est en train de se noyer. Hein, oui, il faut le reconnaître que la gratuité souffre. Parce que vous savez que dans des écoles catholiques, on impose maintenant 100 $, 70 $. 100 $ qu'il faut payer. Il faut payer, oui. Je pense même qu'on va repenser la gratuité. Je pense qu'il est important de revoir. Je pense que comme d'ailleurs le gouvernement est en pourparlers avec les banques syndicales, je pense que c'est l'occasion de revoir cette gratuité. Parce que l'État n'a pas de moyens, l'État n'arrive pas à assumer, à tenir à sa promesse. L'éducation, c'est important pour nos enfants. Je pense que l'État doit avoir le courage de repenser la gratuité, voir dans quelle mesure il faut faire les choses autrement pourvu que l'éducation, pourvu que nos enfants étudient. Vous avez dit qu'il y avait un problème d'argent qui se posait, mais on a appris le rapport des IGF. Vous avez suivi 70 milliards de francs congolais. On accuse le ministre de l'EPST de mégestion. On n'accuse pas le ministre. D'abord, dans le 5 hauts responsables du ministère qui sont pointés du doigt, je doute fort que le ministre soit concerné. Parce que d'abord, l'IGF, le rapport de l'IGF parle de faux arrêtés antidatés. Il n'y a que le ministre qui signe un arrêté. Parce que dans la hiérarchisation de loi, nous avons la Constitution, nous avons la loi 4, nous avons l'ordonnance, ordonnance-loi, nous avons les décrets, nous avons les arrêtés. Et les arrêtés sont signés par le ministre. Et donc, si aujourd'hui nous avons de faux arrêtés au ministère de l'EPST, il ne faut pas citer le ministre, parce que c'est lui qui signe les arrêtés. Parce que c'est lui qui a le pouvoir, qui a compétence. Mais comment on peut arriver pour à signer un arrêté. Des faux arrêtés? Mais pourquoi il doit faire un faux arrêté? Moi, j'ai le pouvoir de signer les arrêtés. C'est à moi qu'on reconnaît ce pouvoir exclusif de signer les arrêtés pour mon ministère. Mais pourquoi je signerais un faux arrêté pendant que j'ai le pouvoir et la compétence? Et donc, s'il y a des faux arrêtés qu'on peut appeler autrement des faux documents, donc ça n'incombe pas au ministre. C'est-à-dire qu'il y a un réseau, peut-être, deux individus qui se donnent le luxe de falsifier les arrêtés, ou de falsifier les documents, ou de présenter des faux arrêtés qui ne sont pas signés par le ministre. Et donc là, la responsabilité du ministre n'est pas engagée. Mais oui, mais parce que moi, je suis ministre. Moi, je suis nommé ministre. J'ai le plein pouvoir de signer un arrêté. Mais pourquoi je m'hasarderais à perdre du temps pour des faux arrêtés? Parce que j'en ai la compétence. J'en ai le pouvoir. Et surtout qu'on n'a pas dit au ministre que tu vas partir demain. Il sait qu'il est ministre, il est encore là. Mais pourquoi il doit signer un faux arrêté? Et qui va justifier les 70 milliards de francs congolais? Et puis, madame, il ne faut pas faire de confusion. Il faut comprendre comment ce ministère fonctionne. Le ministère de l'EPST a au moins
25, si je dois exagérer, 26 services qu'on peut appeler direction. Et parmi le 25 ou 26 services, il y a ce qu'on appelle les SECOP. C'est un service du ministère qui s'occupe de la paye des agents, des enseignants. Parce qu'à l'EPST, on a des enseignants debout et assis. Ce service a des responsables qui qui accomplissent les tâches, les missions dévolues à ces services. Si l'on constate qu'il y a des détournements, surtout pour l'enveloppe dédiée aux enseignants, je pense qu'il y a un service approprié qui doit répondre. Qui doit répondre? Parce que vous savez, au ministère de l'EPST, c'est un peu différent comme dans d'autres ministères. Au-delà du cabinet, il y a l'administration. Mais l'administration, généralement, de notre ministère est directement liée aux fonctions publiques. Mais au ministère de l'EPST, il y a encore une administration dans le ministère. Ça veut dire que ces SECOP gèrent les agents du ministère. Ça veut dire le matricule, la liste, le listing pour le paiement et consorts. Et donc, ce service doit répondre effectivement. Parce que vous avez appris il n'y a pas longtemps qu'il y avait même un réseau. Ça même existait avant Bakonga. Ces réseaux, il faut arrêter et consorts. Et donc, il ne faudrait pas ici engager la responsabilité du ministre. Si vous apprenez qu'on a détourné, il y a 62 milliards qui seraient volatilisés. Donc, il ne faut pas voir Bakonga directement parce que Bakonga ne gère pas de l'argent du ministère. Effectivement, il a un cabinet qui a un frais de fonctionnement chaque mois, mais quant à l'enveloppe pour le fonctionnement du ministère par rapport aux différents services, il ne faut pas voir la responsabilité du ministre, parce qu'il y a un service qui s'occupe effectivement de la paye et même de la gestion administrative des agents et des enseignants. Et c'est ce service-là qui doit répondre. D'ailleurs, quand l'IGF, les services de l'IGF sont venus pour le contrôle, ce n'était pas au ministre de répondre aux questions liées à la paye, parce qu'il y a les services de SECOP qui s'en occupent. Vous avez d'ailleurs appris, il n'y a pas longtemps, le président de la République avait reçu le ministre, le banc syndical et le SECOP. D'ailleurs, les syndicalistes avaient appelé au limogeage de celui qui s'occupe de SECOP. Parce qu'on estimait qu'il y avait beaucoup d'effectifs, qu'il y avait beaucoup de manigances. Et donc, il ne faut pas tomber dans cet amalgame de ceux qui pensent que c'est Bakonga qui a volé. Non, il n'en est rien du tout. Bon, j'espère seulement que les enquêtes vont se poursuivre. Alors, le rapport de Bukanga Lonzo, vous avez aussi suivi, hein, des 105 millions volatilisés. Mais oui, l'IGF a parlé, mais il faut qu'on nous fasse un éclairage. Pour Bukanga Lonzo, c'est facile. On sait qu'il y avait un projet qui était budgétisé. Personnalités identifiées, mais on n'a pas cité le nom. Qui était budgétisé. Et ce dernier, comment ont-ils exécuté effectivement ce budget pour mettre en exécution ces projets? Aujourd'hui, Bukanga Lonzo est presque ressemble à un cimetière. Il n'y a plus rien après. Effectivement, l'État congolais a mis des moyens pour que ces projets profitent aux Congolais. Effectivement, je suis d'accord qu'on nous fasse un point à ce sujet. Et s'il y a des noms qui sont cités, je pense qu'il ne faudrait pas vite voir des prisonniers, mais il faut voir des gens qui doivent des explications aux Congolais. Mais là où moi, je ne suis peut-être pas d'accord, c'est l'impression que j'ai. L'IGF devient apparemment un instrument pour traquer les adversaires politiques. Et ça, ce n'est pas bon. Vous savez que dans ce pays, il y a eu un rapport de l'IGF qui a enquêté sur la gestion de fonds des ripostes des Covid, qui a mis sur le banc d'accusation le ministre de la Santé. Mais jusqu'aujourd'hui, on n'a aucune suite. L'IGF nous a dit tout bonnement que le ministre a reconnu effectivement qu'il y avait des tournements, qu'il y avait des fonds qui devaient justifier et qu'il aurait accepté de remettre à la caisse de l'État ces fonds. Autrement dit, le ministre de la Santé a reconnu. Mais il avait remis. Il a reconnu. Mais oui, il a remis. Oui. Ça veut dire, autrement dit, le ministre de la Santé a reconnu qu'il avait détourné et qu'il a accepté de rembourser. Mais ça ne suffit pas. Moralement, on peut dire, oui, c'est très bien. Un enfant qui dit à papa, oui, papa, j'avais volé parce que j'avais faim.
je demande pardon. Oui, mais on n'est pas à l'église. En justice, c'est lui qui reconnaît sa faute est doublement condamnable. Ça veut dire, on n'a plus besoin d'enquêter, de chercher des preuves. Déjà, quand Eteni reconnaît effectivement qu'il y avait des fonds et qu'il accepte de rembourser ces fonds, c'est une preuve de plus pour qu'il soit arrêté et pour qu'il soit soumis à la rigueur de la loi. Mais ceci n'est pas le cas. Jusque-là, rien n'est fait, mais Matata... Ceci n'est pas le cas. Boukangalonzo, Matata Pogno... Ceci n'est pas le cas. Donc, ici, Matata Pogno aussi... Non, il est allé voir IGF pour demander à IGF de... Oui, ça n'appartenait pas d'ouvrir une enquête, de demander à l'IGF, surtout que l'IGF n'est pas un service qui dépend de Matata. Parce qu'il était pointé du doigt, Matata Pogno. Mais qui avait pointé du doigt? C'était la peur qui a fait que Matata puisse venir voir l'IGF lui-même. Mais parce qu'aucun service de l'État n'a cité Matata Pogno. C'est l'opinion qui parlait. Et Matata ne devait pas initier une démarche sur base d'une rumeur. Mais c'était lui qui a géré. Mais là, officiellement, l'IGF a dit qu'il y a 205 millions introuvables qu'il faut absolument retrouver. Et il y a des noms, 6 noms qu'on nous cite. Mais là... Des gros montants quand même. Hein? Et puis on dit que non, chez nous, il n'y a pas d'argent. Quand on perd des 15 millions, 205 millions, 280 millions, 62 milliards... ça n'est rien comprendre. Moi, je suis pour qu'on arrête. Pendant ces temps, la population souffre. Moi, je suis pour qu'on arrête tout le monde. Les enseignants ne sont toujours pas payés, mais il n'y a pas l'argent. Moi, je suis pour qu'on arrête tout le monde. S'il y a des voleurs au FCC, il faut qu'ils soient arrêtés. S'il y a des voleurs au cash, même à l'IDPES, il faut qu'ils soient arrêtés. Je n'aimerais pas assister à un état de droit sexy que j'appelle à tout moment, là où on fait des choses pour séduire certains et faire du mal aux autres. Je ne veux pas ici qu'on parle d'un état de droit sélectif. Quand il s'agit de prendre du chef de l'État, on trouve des formules pour qu'ils soient lavés. Mais quand il s'agit des autres, on s'empresse pour les arrêter. Voilà pourquoi moi je constate que l'IGF devait un instrument pour mettre hors du gouvernement le ministre ici du FCC. Et c'est une stratégie politique qui est en train de s'installer petit à petit. Pas seulement du FCC. Hein? Oui. Donc vous prenez l'impunité alors. Oui, l'IGF devient un service, une stratégie que l'IDPES utilise, que Félix Tshisekedi utilise pour mettre hors du gouvernement Ilokamba pour les ministres du FCC. Ça veut dire, nous allons maintenant assister. Les ministres qui gèrent mal. Partout. Qui sont accusés de mégestion. Eteni Longondo a mal géré les fonds du Covid. Il est où aujourd'hui? Il continue à exercer. Il continue à assumer ses fonctions de ministre, malgré qu'il a lui-même reconnu effectivement qu'il y avait des tournements et qu'il a accepté de rembourser. Bref, une proposition, nous allons passer à un autre sujet. Dans tous les ministères où nous avons un ministre du FCC titulaire, un ministre du cash, vice ou adjoint, l'IGF viendra enquêter pour charger le ministre du FCC afin que celui-ci, le vice, puisse remonter. On connaît les stratégies qu'on a appliquées pour le ministère de la Justice. Et c'est la même stratégie qu'on va appliquer partout où il y a des ministres FCC. Il y aura toujours des contrôles téléguidés pour charger le ministre du FCC, les déférer devant le juge, le sanctionner, et enfin permettre aux vice-ministres qui sont issus du cash puissent gérer. C'est ce que veut faire Tshisekedi. Et c'est ça la stratégie. Donc, il y aura jamais remaniement. Ce n'est pas à l'ordre du jour chez Tshisekedi. Il n'y aura jamais remaniement. Parce que Tshisekedi sait que s'il faut remanier le gouvernement, il faut obligatoirement engager des pourparlers avec le FCC. Ce qui devient impossible pour le moment. La stratégie maintenant, c'est quoi? C'est instrumentaliser. Même la justice aussi est utilisée. Vous voyez ce qui se passe maintenant avec Janine Mabunda à l'Assemblée nationale. On veut maintenant tout chambouler parce que le chef de l'État est assoiffé du pouvoir. Le chef de l'État veut son pouvoir. Il veut gérer seul. Il veut tout faire seul. Il veut avoir un pouvoir à sa taille. Vous savez, le chef de l'État pèse. Il veut, voilà, un pouvoir éléphantesque parce qu'il veut gérer le Congo seul. Mais là, c'est très bien. Là, c'est bien beau. Mais je pense qu'il ne faudrait pas passer par des pratiques anticonstitutionnelles pour espérer gérer ce pays. Vous savez ce qui se passe en Éthiopie maintenant? Je vais terminer par là pour vous poser votre question. Ce qui se passe en Éthiopie, c'est pratiquement ce qui se passe chez nous. Et moi, je crains que le conflit politique
tourne à une guerre, ça ne sera pas profitable ni au FCC, ni au CACH, encore moins au peuple congolais. Bien. Comme vous venez de parler des guerres, meeting aérien, comment avez-vous analysé ce meeting des avions de chasse angolais qui ont survolé comment le ciel quinois? C'était un non-événement. Je ne vois même pas pourquoi il faut en parler. Bon, je n'ai rien vu, mais à travers des images que j'ai reçues, j'ai constaté qu'il y avait 2 avions de chasse qui ont survolé le ciel quinois. On nous a parlé d'un meeting aérien. Merci, parce que nous avons enrichi notre vocabulaire. On connaît maintenant qu'il existe aussi un meeting aérien. Mais je pense que le chef de l'État, en autorisant aux avions de chasse angolais, a violé la Constitution. Il a violé la Constitution. Je vais vous lire l'article. Oui, je vais vous lire l'article. Parce qu'il s'agit de la Constitution, il faut prouver. Je suis dans l'article 213. Je vous lis les dispositions. L'article 214, qui parle des traités et des accords internationaux. Le chef de l'État est allé en Angola. Ce n'est pas pour la première fois, à échanger avec son homologue. Lorenzo, c'est une bonne chose si ça profite au pays. Mais le chef de l'État, on se rend compte qu'il a conclu des accords avec l'Angola, qui est un État voisin. Et quand le chef de l'État prend des engagements avec un État voisin, c'est ce qu'on appelle l'accord international. Et la Constitution est claire à ces sujets. Si vous voulez conclure un traité ou un accord international, il y a des principes qu'il faut respecter. Il faut informer l'Assemblée nationale. Il faut informer le Sénat. Il faut avoir l'approbation du peuple congolais. Mais est-ce que ça a été le cas? Le chef est allé voir son homologue. Ils ont discuté sur des matières sensibles, la sécurité et l'armée. Ils ont conclu un accord. Et le chef rentre au pays, exécute, sans en informer le Parlement, sans en informer le peuple congolais. Il viole la Constitution. Ce qui s'est passé hier, ce qui s'est passé ce vendredi à Kinshasa, ce meeting aérien a violé la Constitution, encore une fois de plus. Et je pense que le chef de l'État ne doit pas oublier, quand on gère la République, tout s'est fait en fonction de textes. Il faut voir la Constitution avant de poser des actes. Même si vous n'aimez pas Kabila, même si vous n'aimez pas le FCC, aimez quand même la Constitution. Parce que c'est notre Bible à nous tous. C'est une référence pour le peuple congolais. Mais si vous violez même notre référence, vous allez respecter qui maintenant? Si vous ne respectez pas la Constitution. Et c'est grave. Je pense que ici tout le monde, à l'unanimité, est d'accord avec nous qu'il y a une violation. Mais je voulais rappeler ces stratégies et les dénoncer. On doit arrêter d'instrumentaliser la justice. On a voulu une justice indépendante, mais derrière l'idée de l'indépendance de la justice, c'était l'instrumentalisation de la justice à des fins politiciennes. Aujourd'hui, c'est le service de l'IGF qu'on utilise pour traquer le ministre du FCC afin de le mettre en dehors du gouvernement parce qu'on veut, gérer seul à sa taille. Et je pense que le chef de l'État, qui a lutté pendant plus de 30 ans, il aime bien le vanter, dans l'opposition pour un État du droit, pour le respect du texte, là, il est en train de faire le contraire. Il a fait des promesses pendant la campagne électorale, mais là, il est en train de marcher sur ces promesses. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais si on veut mettre le FCC hors d'état de nuire, parce que c'est ça maintenant, ce qui s'est dit actuellement, mais il faut tout faire dans le respect du texte, c'est très important. Dans le respect des textes, nous allons finir. Dernière question, les consultations se poursuivent. John Lungila, comment avez-vous analysé à mi-parcours ces consultations? J'ai toujours dit que c'était inopportune, ces consultations. Tous ces gens que Félix Tshisekedi a consultés, ils ne sont pas des nouveau-nés. Ils ne viennent pas de la maternité. Ils ont travaillé avec Kabila, tous ces gens ici. C'est Kamitatou, c'est Kabila et Tshisekedi sont partis pour ne plus s'entendre. Tous ces mondes, ils ont travaillé avec Kabila. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Leur bilan, c'est quoi? Leur bilan, c'est quoi? Ils ont travaillé avec Kabila. Ils ont géré le pays avec Kabila. Ils étaient gouverneurs, ils étaient ministres, ils étaient premiers ministres. Mais qu'est-ce qu'ils vont apporter de nouveau à Tshisekedi? Je pense qu'on est parti pour détruire ce pays. Donc vous êtes contre ces consultations. On est parti pour détruire ce pays. Et je vous dis, ces stratégies, je termine par là.
Nous sommes partis pour ne pas développer et construire ce pays. Nous sommes partis pour des règlements de comptes en règlement de comptes. Ça veut dire que Tshisekedi arrive au pouvoir, il règle des comptes à Kabila et à sa famille politique. Ceux qui viendront après Tshisekedi vont aussi régler des comptes à Tshisekedi et à sa famille politique, ainsi de suite. Et ce pays n'aura jamais personne, plus personne, pour penser à sa reconstruction, pour penser à son développement. Même on est chef de l'État pour tout le monde. On est rassembleur. On ne peut pas travailler pour séparer le peuple, pour diviser le peuple. On est un trait d'union entre ceux qui ne sont pas d'accord. Mais il ne faudrait pas avoir une couleur, un camp politique en le chef de l'État, parce que là, ça détruit le pays et le Congo ne va plus exister. Merci John Lungila, je crois que le message est passé. En tout cas, John Lungila, merci d'être venu. Je rappelle que j'avais reçu pour vous, on avait tellement beaucoup de choses à dire, mais les temps, c'est toujours les temps, nous courons après les temps. J'ai reçu pour vous ce soir John Lungila, journaliste, analyste et puis directeur de programme de l'Éduc Télévision qui était venu répondre à quelques questions d'actualité. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique. Merci à Guy Lokoki, Maggie Lungila. Merci à tout le monde. Au revoir et à très bientôt.